Kill it, baby, kill it. Il y a aussi des vêtements qui ont passé l'âge. Il y a des tonnes de stocks de choses anciennes et que on peut aussi ramener. Everything I want to do in my work is a solution. It engages with the problem and actually comes out with a positive outlook. So you work with parallel with a system rather than against it. Bon, j'arrive pas avec le scoop de l'année si je vous dis que l'industrie de la mode est très polluante. Elle est responsable de 20% de la pollution des eaux propres à l'échelle mondiale, notamment à cause de la teinture. Il faut 7500 litres d'eau pour faire un seul jean, c'est l'équivalent de ce que boit un humain en 7 ans. Et chaque seconde, l'équivalent d'un camion poubelle de textile est soit jeté à la décharge, soit brûlé. Et malheureusement, dans l'Union européenne, on recycle que 1% des vêtements usés. Face à la fast fashion qui domine la mode, de plus en plus de consommateurs et de créateurs cherchent des manières de changer l'industrie. Une technique revient en particulier, l'upcycling ou surcyclage. Au-delà de la tendance, cette niche de la mode s'inscrit dans une mouvance artistique directement inspirée du mouvement dadaïste et des ready-made. C'est la récupération d'objets produits en masse réinventés en œuvres d'art. Pour comprendre la philosophie qui se cache derrière cette pratique, je suis partie à la rencontre de ceux qui n'ont pas attendu que ça soit un argument de vente pour faire du neuf avec du vieux. I'm a provider of peace and love. I have a solution, and that is the custom build. That is the gold standard for sustainability within a fashion concept to create new futuristic 21st century style. Depuis les années 90, l'Écossais masqué Dr Noki récupère des vêtements qu'il assemble, découpe et transforme en pièces uniques. Certains le décrivent comme un designer d'upcycling, mais lui se présente plutôt comme un artiste textile adepte de la customisation. It's all about customization, custom build. All the other words are somebody else's, version of calling it recycling. And I've never felt like I was part of that wordiness. L'inspiration principale de Noki, c'est le dadaïsme. Ce mouvement né après la Première Guerre mondiale a érigé des techniques comme le collage et le photomontage au rang d'œuvres d'art. Les créations de Noki sont aussi des collages, mais faites avec une machine à coudre et des aiguilles. Il les décrit comme des zines, à lire sur ceux qui l'habillent, et des œuvres d'art portables qu'il oppose aux vêtements jetables. We take our scissors and we follow the line of where the creases are, and we follow it through. So now we have the beginnings of the Noki zine. So when somebody wears that, that is a narrative. It's normally in a zine, normally in a magazine, normally in a book, but re-represented as apparel. Le sportswear, c'est la base du travail de Noki. Et pour comprendre cette obsession, il faut remonter à la fin des années 80. Après une enfance marquée par les looks punk et psychobilly de ses frères et ses cousins, il découvre à l'adolescence les raves de Shoreditch dans l'Est londonien. The 88 rave came in, I was 16, 17, acid house kicked in, our apparel completely changed from that. Our track tops became punk leather jacket, our longs, floppy, centre-parted hair, curtains they used to call it, became the mohawk. Our trainers were the DM shoes and the brothel creeper. And my brother said to me, "What are you wearing your gym kit for?" And I was like, "Well, that's a statement." Seul problème, sur les survêtements, il y a des logos de marque. I suppose I realised we'd put branding into the rave. It was part of it. It was what the posh people wore. I realised I'd got to a level of hypocrisy, maybe, that we were, back in them days, anti-capitalist groups were going on. All the underground kind of like movements for change were, shouting and screaming about corporatism and banks. I'd got to a point in the 90s where I'd had enough of being this corporate billboard wearer. I loved the stuff, but at the same time I wanted to be what the rave educated me to be, which is free. I basically went DIY on the brand. If you look at a Reebok t-shirt, I can get queer okay out of it, Feel a t-shirt, you can write the filth or fag or, the words that as a queer
I was subjected to. Noki, qui est dyslexique, imagine des nouveaux slogans à partir de logos qu'il détourne. Sa création la plus connue est celle qui transforme Adidas en AIDS ou SIDA en anglais. Pour lui, c'est une campagne de sensibilisation à la crise du sida, celle d'un homme gay issu de la première génération frappé par la stigmatisation des porteurs du virus, notamment après la mort de l'acteur Rock Hudson en 1985. My surname was Hudson, so as soon as I got on the school bus, everybody on the school bus started chanting at me, Hudson's got AIDS and he's going to die, because that's what the papers had. So I think somewhere on the line I connected to mass media and branding and hysteria, mob mentality, and I think somewhere along the line I maybe saw the word AIDS in Adidas. I basically kind of like created a safe sex in the rave campaign on the zine. So people were wearing the zines. We were actually presenting a safe sex campaign, an advert in my new dystopian rave. I realised I was a human billboard because I'd see reflections in other people. They were a little bit perplexed and going, does that say, oh, queer okay? Does that say sissy? What, is that AIDS? Noki se décrit comme un chasseur de textiles de seconde main. Il récupère des vêtements en friperie ou dans des entreprises de recyclage comme LMB à Londres. Depuis la crise du Covid, il a lancé un projet éducatif, le Noki Nest, avec lequel il transmet à des étudiants sa technique de construction des vêtements et sa vision d'une mode plus durable. So I have this steamer, because it's my modern way of dealing with cleansing, in a sense, the second-hand garment, because that's the problem that some people have. And I really don't want to wash it again because it enters the problem again. The students can engage with a concept of awareness to water wastage that occurs when you engage with any fashion, really. Même si sa marque a défilé à plusieurs reprises aux Fashion Week londoniennes, il ne considère pas faire partie de l'industrie. For me, I've never made money. I've only survived, and I do lots of other work, you know, to support Noki so I don't ever sell it out to the wrong bidder, you know, because bidders have come in, and I never mean to be, you know, negative, but they've got to come in for the right reasons, and their reasons tend to be turn this into a fashion brand, and it's like, I never want to part and cut anything I've ever done. It's got to be built through sustainable textiles. It's got to be built the whole way so that the Dadaist moment of collage is respected. The 21st century landfill drop is respected in each piece. Sustainability is gold standard, custom built, fresh. Au-delà de la customisation, l'upcycling, c'est la déconstruction du vêtement pour mieux le réinventer, en changer la forme et l'usage. C'est un travail qui naît de la contrainte, celle de prendre l'existant et de le transformer complètement. L'un des pionniers de cette pratique est une légende de la mode dont l'influence reste encore trop peu connue. Celui que le New York Times a surnommé le prince des bouts de tissu en 1993, Lamine Badian Kouyaté, fondateur de la marque Xuly Bët. Back when I was a student, was like a forefront of deconstruction, you know? I mean, the overlocker on the outside was a big thing, you know? Sexy, stretchy, urban, everything that just looked really modern and different. Depuis 30 ans, Lamine habille des icônes comme Grace Jones ou encore Rihanna. Je l'ai rejoint alors qu'il préparait son défilé pour sa nouvelle collection automne-hiver 2025 pendant la Fashion Week à Paris. On tricote nos chutes, on les attache ensemble et ça donne des trucs fabuleux, quoi. Xuly Bët, ça veut dire ouvre les yeux en wolof. Lamine, qui est d'origine malienne et sénégalaise, quitte Bamako pour la France en 1986. Venu étudier l'architecture, il se tourne rapidement vers le textile en créant sa première collection dans un squat d'artistes, l'hôpital éphémère à Paris. À l'époque, l'upcycling n'existe pas et lui apparaît comme un ovni de la mode. Dans les années 90, il n'y avait pas cette conscience en fait écologique qu'on peut avoir aujourd'hui. Moi, je viens du tiers-monde, c'était quand même une question qui est tout de suite flagrante, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire avec très peu de moyens, même si l'énergie, la ressource vient d'Afrique, mais les Africains n'ont pas accès au pétrole. Ils l'exportent, mais ils l'exploitent pas. Voilà. Donc, comment faire avec justement très peu de ressources? Je prends des maillots de sport. Là, il y en a 2-3 maillots là.
Là, le 28, Ouais. je fais un blouson, une hoodie avec. Une grande partie des tissus que Lamine utilise viennent de stocks dormants, de friperies ou de centres de tri. J'adore ces matières synthétiques, le polyester, polyamide. C'est pas biodégradable. Donc je récupère des vêtements de sport, des choses comme ça, et puis je ramène ça aussi à la sauce d'aujourd'hui. Tes vêtements, ils sont très ajustables. Enfin, comment Bah dire, oui. tu fais pas des matières trop straight. Enfin, Ouais, tu ouais, fais ouais. plutôt des matières. Matière fluide, moi Ouais. je dirais. Et C'est comme l'eau. Et tu penses que ça devient d'où cette conscience-là? De la nature, des éléments qui nous entourent? Ben, Parce que l'Afrique, tout le je monde n'a pas. pense qu'il y a, bon, il y a un esprit animiste dans l'Afrique qui est quand même, tu vois, lié aux éléments. C'est-à-dire que l'être est sacré, mais l'être, c'est pas que l'humain, c'est tout ce qui est sur Terre. Et là, c'est du pain tissé, ça vient du Mali, du Burkina. Il y a un truc qui fait grave la particularité de ta marque, Mhm. c'est Les surpiqûres ouais, rouges, là, les petites ouais. coutures rouges que tu as laissées Ouais. apparentes. C'est assez flagrant sur cette collection parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez disparates. Mais en fait, il faut faire le lien avec tout ça. Et c'est ça le fil rouge, en fait. C'est un peu ce que nous avons en commun, la couleur du sang, les veines qui nous traversent. Comme c'est un sac qui a vécu, c'est ça. Ça a vécu. Ça a vécu. Like bag into war or back. Yeah. Xuly Bët habille les femmes et les hommes. Mais ce sont les femmes qui sont au centre de la création pour Lamine. Profondément inspirée par sa mère, une des premières femmes gynécologues maliennes très investie dans la lutte pour les droits des femmes. Révolte, audace. Comment est-ce que tu as commencé à dessiner des vêtements? Je pense que la mouche m'a peut-être piqué un moment où je me posais des tas de questions en fait sur les femmes en fait. Et ma mère a été quelqu'un qui a toujours aussi eu cette conscience en fait féminine et du combat féminin aussi. Donc quelque part, moi ça m'a un peu éveillé. Parmi ses inspirations, Lamine cite souvent Yves Saint Laurent, le premier couturier à faire défiler des mannequins noirs sur les podiums. Depuis le début, Xuly Bët se donne pour mission d'habiller des personnes de toutes les tailles et de toutes les origines. Les défilés ont lieu dans la rue et sont accessibles à tous les passants, à l'opposé de la plupart des shows très sélects de la Fashion Week. Ça nous va trop bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité en fait. Les gens ont des morphologies complètement différentes. Et comme moi, je fais des vêtements qui sont très élastanes, élastiques même. Voilà, donc c'est bien d'avoir aussi une diversité. Parce que la difficulté du prêt-à-porter, c'est ça, c'est-à-dire arriver à une fluidité où bon, ça peut aller au maximum de gens possible. Ça m'est arrivé d'habiller des filles qui se trouvaient tellement moches et quand elles portent les robes et qu'elles se voient dedans, tout de suite, il y a une espèce de réveil dans leur tête. C'est moi, j'ai vécu ça, mais je vécu ça presque tous les jours. Il faut arriver à sortir du complexe, en fait, à se dire « Ah !» Tu vois, c'est cette espèce de bien-être, arriver à choper la confiance, en fait. Parce que c'est pas évident, on est dans un monde qui est quand même assez répressif, où on a beaucoup de choses, où on a des données qui font que bon, on peut rien faire. Et quelque part, on perd en fait pied, on perd la confiance, on a l'impression d'être rien du tout. J'essaie de désenclaver la mode. Tu vois, l'amener aussi là où on n'imagine pas. La mode, bon, c'est un peu un univers où bon, les gens sont un peu entre eux. Tu vois, donc j'essaie de sortir de ça et puis bon, sortir aussi de l'ego. Et puis peut-être inviter d'autres gens à participer, tu vois, à construire quelque chose avec moi, quoi. Voilà. Puisque l'industrie nous a appris à jeter plutôt qu'à réparer et que la fast fashion vend à des prix dérisoires, on pourrait penser que les vêtements surcyclés ne coûtent pas grand-chose non plus. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Déjà parce que c'est des pièces uniques, que c'est fait main, que cela prend du temps
et qu'il est payé, et que malgré tout, les créateurs, eux, ne roulent pas sur l'or. Ce qu'ils prônent, c'est une rébellion tranquille, celle du respect de l'environnement, oui, mais aussi des personnes impliquées dans la création. Leur approche est radicale parce qu'ils ne cherchent pas la croissance, mais plutôt à proposer un autre modèle, pas totalement en dehors de l'industrie, mais en parallèle. L'idée, c'est pas de m'éloigner de l'industrialisation, c'est de créer cette propre industrie qui soit propre, en fait. L'idée, c'est pas d'être complètement en dehors non plus de tout. Parce que bon, je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'industrie a quand même un apport qui n'est pas négligeable. L'idée, c'est porter une certaine éthique, parce que sinon, c'est pas durable. À un moment, ça va s'arrêter net.